Et j'appelle maintenant à la barre Pascal Charouin, notre deuxième témoin. Bonjour, Madame la Présidente. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour ? Je m'appelle Pascal Charouin, donc je suis enseignant au département STAPS de Saint-Étienne et membre du laboratoire Elvis de Lyon. Et je suis spécialiste de l'histoire du sport et de l'éducation physique, puisque ça fait partie d'un des écrits pour les gens qui veulent devenir prof d'éducation physique et donc passer le CAPEPS. Donc c'est à ce titre d'historien que je viens ici témoigner sur l'Olympisme. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur Charouin, rentrons un peu dans l'histoire, elle est riche. On présente souvent les Jeux Olympiques comme un événement progressiste, censé inspirer les jeunes, les appeler à un esprit de joyeuse compétition, on en parlait tout à l'heure. L'histoire contredit quand même un tout petit peu cette vision un peu romancée. Entre les Jeux anthropologiques de 1904, les JO de Berlin en 1936, les JO de Munich en 1972, ou cet attentat terrible, les nombreux boycotts qui émaillent l'histoire des Jeux, en fait, les Jeux Olympiques semblent plutôt le reflet de nos turpitudes et de notre propension à nous faire la guerre plus qu'à faire la paix. Est-ce que c'est vraiment un modèle pour le monde de demain ? Alors, si les Jeux Olympiques ne sont que la conséquence de ce qui se passe dans la société et dans la diplomatie internationale, j'allais presque dire que les Jeux Olympiques sont victimes. Est-ce que les Jeux Olympiques sont véritablement la cause des problèmes ? Alors, dans tout ce que vous avez énuméré, monsieur le procureur, il y a oui un cas. Au moment des JO de Saint-Louis en 1904, les organisateurs ont créé ce qu'on a appelé à l'époque les Jeux anthropologiques. Alors, ces Jeux anthropologiques étaient réservés, et je reprends les termes de l'époque, aux nègres et aux indigènes. Et donc c'était le comité d'organisation blanc qui avait décidé d'exhiber les nègres et les indigènes pour montrer un peu comme on faisait dans les zoos humains à cette période-là, bien entendu. Et de ce point de vue-là, l'initiative venait plutôt du monde du sport. Mais globalement, vous parliez tout à l'heure, par exemple, des Jeux de Berlin en 1936. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a attribué les Jeux à Berlin en 1936, on les a attribués au moment où Hitler n'était pas encore au pouvoir. En 1932, il n'était pas au pouvoir. Il est arrivé qu'en 1933. Et une fois que les Jeux ont été attribués, effectivement, le Comité international olympique a validé. De là à dire, par exemple, que Pierre de Coubertin a été celui qui a donné les JO à Berlin. Non, d'abord parce qu'il n'était plus membre du Comité international olympique. Il avait démissionné en 1928. Et en plus, il n'a pas assisté aux Jeux de Berlin. Il ne s'y est pas opposé, mais il n'y a pas assisté. Il n'a pas assisté aux épreuves. Donc j'ai presque envie de dire, peut-être que les Jeux Olympiques sont victimes peut-être plus que coupables. Conséquences peut-être plus que causes. Il a quand même remercié pour son accueil chaleureux le gouvernement allemand. Mais c'est très bien. La domination économique maintenant, un petit peu, parce que je crois que vous pouvez nous en parler. On nous parle d'une saine compétition d'athlètes, soit. Quand on regarde le tableau des médailles, on remarque quand même quelques petites différences. Notamment une forme de reproduction et donc peut-être de légitimation aussi par la médaille de certaines dominations économiques ou militaires. Comment vous expliquez que les nations les plus médaillées soient celles qui disposent soit de la plus grosse armée, soit du plus de dollars ? Et surtout du plus de technologie. Alors là, j'irai dans votre sens, effectivement. Je crois que les Jeux Olympiques, c'est un... Mais j'allais dire, le sport en général, dans sa dimension compétitive, c'est un jeu qui permet aux riches de gagner. Je vais prendre un exemple de sport qui n'est pas olympique, la Formule 1. Il est évident que ce n'est pas demain la veille, qu'il va y avoir une voiture kenyane avec des mécaniciens kenyans, des pneus d'origine kenyane et un pilote kenyan qui va gagner un Grand Prix de Formule 1. C'est toujours partagé entre les grands pays. Alors pour revenir sur les chiffres, grosso modo, il y a quasiment 2/3 des pays qui n'ont jamais gagné de médaille. Avec un tout petit bémol. Avec un tout petit bémol quand même, c'est qu'il y a certaines spécialités dont ces, entre guillemets, ces petits pays vont s'éprendre et vont utiliser, je prends juste un exemple,
les athlètes de demi-fond et de fond, kenyans par exemple, ont permis à ce pays vraiment d'exister. Les sports de force, le cas du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan. Je veux dire, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, ils vont pas gagner beaucoup de médailles d'or. Si on prend la planète football, ils ne vont pas non plus être dans le dernier carré de la Coupe du monde de football. La plupart du temps, ils n'y sont jamais présents. Mais par contre, ça va être un moyen pour eux d'aller sur, entre guillemets, des disciplines moins populaires, mais culturellement plus marquantes, notamment les sports de force, qui vont leur permettre, et comme l'a dit tout à l'heure notre athlète nageuse, de se faire connaître. Elle fait connaître aussi ce handicap, eux aussi, par l'haltérophilie, par la lutte, ils font connaître le Kazakhstan, etc. Alors qu'ici, dans la salle, le Kazakhstan, on aurait bien du mal à le délimiter géographiquement. Revenons-en justement à ces pratiques sportives minoritaires. Les JO se targuent de leur universalisme et de leur inclusivité. Il y a quand même quelques disciplines qui ne sont pas présentes. Je pense à la pétanque, c'est pas un drame, enfin, c'est pas un drame, ça dépend pour qui. Je pense au sumo-tori, qui est quand même une discipline ancestrale. Je pense à la lutte sénégalaise, à la lutte iranienne, à toutes ces disciplines-là. Pourquoi ne sont-elles pas présentes au jeu? C'est quoi? C'est du marketing? Alors, sur la question du marketing, je ne suis pas le témoin le plus spécialiste dans l'affaire. Maintenant, sur les raisons culturelles, il me semble que ça se légitime. On peut le regretter. On peut regretter l'absence du sumo. Moi, personnellement, j'ai beaucoup regretté l'absence de la pétanque. Le problème se pose effectivement au niveau de l'universalité. C'est-à-dire que le sumo, véritablement, c'est vraiment un sport, c'est un vrai sport, incontestablement, avec une préparation qui est très très impressionnante, avec des morphotypes aussi qui sont tout à fait dans le trip sportif, comme aujourd'hui, tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un, les grands basketteurs, les grands volleyeurs, etc. Les sumos, c'est pareil, c'est des gens effectivement qui sont costauds, sauf que malheureusement, la lutte sumo, c'est pas développé. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour la pétanque, il y aurait peut-être eu à gratter. Alors, les vraies raisons sont ailleurs, si vous me permettez. C'est qu'en fait, la pétanque s'est mis, je vais être très méchant de dire ça dans terre lyonnaise, mais s'est mis avec le sport boule. Et le sport boule, lui, n'est pas du tout universel. La boule lyonnaise, j'allais dire, elle est presque très pratiquée à Saint-Étienne et très pratiquée à Lyon. Mais déjà en France, elle l'est beaucoup moins. Donc, problème d'universalité. Très bien. Merci, monsieur le procureur. Madame la Présidente, je vous remercie. Maître. Maître Bravet, le témoin est à vous. Merci. Avant de poser ma première question, je voulais simplement souligner que j'ai entendu sur l'interrogatoire du procureur à l'instant une confusion sur la présence ou non de Pierre de Coubertin à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Alors, Monsieur Charouin, je ne voudrais pas vous faire l'offense de vous redemander s'il y était présent ou non. Je m'adresse plutôt au juré pour vous inviter à choisir votre camp entre les deux versions qui ont été présentées. Monsieur Charouin, pardon. S'il y a bien une chose, puisqu'on parle d'histoire, que nous envient nos aïeux, c'est que nous sommes une génération qui n'a pas connu la guerre. Alors tâchons de ne pas nous en gargariser trop vite, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi souhaiter pour les générations futures. Alors commençons par le plus important, à quel point les JO sont-ils un instrument de pacification, comme on l'a souvent entendu, en déplaçant nos pulsions guerrières, identitaires, belliqueuses, dans le champ du sport, et en faisant de cet instrument, par-dessus le marché, une fête? Alors, pour aller dans le sens de votre question, mais on peut aussi avoir une démarche critique, si on reprend une sorte de guerre, puisque c'en était une sorte, la guerre froide, c'est-à-dire celle qui ne s'est jamais déclarée, sachant que si l'Union soviétique choisissait de faire péter le compteur, elle déglinguait les États-Unis, mais elle se déglinguait aussi elle-même. Et les États-Unis, pareil de leur côté. Alors on a souvent dit, effectivement, est-ce que le sport n'a pas contribué à entretenir cette rivalité? Oui. On a vu des matchs terribles, des matchs de water-polo entre la Hongrie et l'URSS, des matchs de basket entre l'URSS et les États-Unis, etc. Mais pour autant, lorsqu'on interroge les athlètes, parce que ces gens, ils ne sont pas tous morts. Les poloistes de 56 ne sont pas tous morts. Il y en a qui sont encore vivants. On leur a dit, mais vous, par rapport aux athlètes auxquels vous opposiez, est-ce qu'il y avait de l'opposition? La plupart du temps, ils disaient, mais non. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était... On voulait matcher, mais on ne voulait pas matcher. On voulait pas. Les Américains n'ont jamais dit on veut bouffer du coco. De la même manière, les Russes n'ont jamais dit on veut bouffer les capitalistes. On veut gagner, mais point. Il n'y avait pas d'autre.
Alors, je vais reprendre un autre exemple. C'est l'exemple du rugby à 15, dont on a eu témoignage tout à l'heure. Les Springboks, eux, ils étaient très gênés de ne pas pouvoir jouer au rugby, et les Français aussi. Et pour autant, bien sûr, il y avait une décision politique qui les freinait là-dedans, mais il n'y avait pas, j'allais dire, au départ, cette dimension raciste. Donc, en quelque sorte, dire que ça a été un instrument de la guerre, non, parce que les athlètes entre eux ne voulaient pas la guerre. Par contre, les gouvernements, c'était peut-être un moyen de faire une guerre soft, à la manière de la guerre froide, peut-être. Et pouvez-vous nous affirmer que les Jeux Olympiques ont quand même contribué à réduire les tensions géopolitiques au niveau international sur le siècle dernier ? Non. Non, au plan diplomatique, non. Je ne le pense pas. Au plan des athlètes, oui, mais eux qui n'avaient pas de rivalité particulière. Au plan de la diplomatie, des relations de gouvernement à gouvernement, j'en suis beaucoup moins sûr, mais j'en exagérais pas là aussi le rôle. Si on regarde les milliers et les millions de compétitions olympiques qui ont eu lieu et qui sont déroulées absolument sans aucun problème, et qu'est-ce qu'on a gardé, nous ? Finalement, le match dont je vous parlais de water-polo, le championnat du monde de hockey sur glace entre la Tchécoslovaquie et l'URSS, le match de basket USA-États-Unis à Helsinki. 3 événements dans trois sports collectifs, mais la plupart des épreuves se déroulaient le plus normalement du monde. D'accord. Alors, en revanche, pour prolonger cette question, je crois que personne ici n'a oublié l'image de Tommy Smith et John Carlos, point levé sur le podium du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. Alors, je voulais savoir, avec votre regard d'historien, si vous pouviez mettre en perspective d'autres événements marquants de l'histoire des Jeux Olympiques qui ont permis de faire avancer la cause des droits, que ce soit les droits civiques des Noirs, que ce soit celui des handicapés, que ce soit celui des femmes, peu importe, d'autres éléments de cette nature. Je pense sincèrement, alors moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la première Coupe du Monde de rugby qui est gagnée par les Springboks et dont a été fait un excellent film qu'on a revu tout récemment, Invictus, où on voit visiblement deux personnes intelligentes avec François Pinard, le capitaine de l'équipe des Springboks, et bien sûr Nelson Mandela. Et Nelson Mandela obligeant sa communauté black à dire non, mais on va être supporter des Springboks. Et de la même manière, François Pinard, qui vivait dans une famille très blanc de blanc, très BCBG, et pour tout dire très raciste, et qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas négocier avec ce nègre ? Ce nègre, c'était Nelson Mandela. Et François Pinard a dit mais moi je vais négocier avec le président de l'Afrique du Sud. Ben ça, me semble-t-il, ça a été un geste de conciliation interethnique assez forte. À relativiser quand même sur un point, c'est que le rugby reste malgré tout un sport, dans les pratiques, plutôt un sport de blanc, et c'est le foot qui est plutôt le sport des blacks. Ma dernière question, les exemples des candidatures de Paris 2024 et Los Angeles 2028 ont mis en exergue que, faute de candidatures concurrentes, c'est le rôle historique du CIO comme contre-pouvoir qui a été potentiellement neutralisé. Je m'explique. On peut penser qu'il y a quelques décennies, la présence de Donald Trump à la présidence des États-Unis aurait été un frein pour la candidature de Los Angeles, de la même manière que la situation sociale critique en France aurait handicapé la candidature parisienne. Ma question est la suivante. De quel levier le CIO dispose-t-il encore à cet égard ? Et comment favoriser ce rôle dans le futur pour que les générations futures puissent elles aussi s'en servir et compter sur lui ? Alors, le levier puissant dont le CIO ne se sert pas assez, c'est le levier juridique. Pour régler ces problèmes de gouvernement et de pression gouvernementale, etc., il me semble qu'il y aurait une solution, c'est de copier un modèle qui pourtant ne paraît pas être tout à fait exemplaire, en tout cas dans une partie de l'intelligentsia française, c'est le modèle de l'organisation de la Fédération internationale de football association, où il y a eu pas mal de scandales, Platini, Blatter, etc. Sauf que l'organisation juridique est un peu différente. C'est que là, un pays égale une voix. Donc si vous avez plusieurs petits pays qui se liguent, exemple, les Africains qui ont dit « nous, on veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans et pas tous les 4 ans ». Seulement pour faire passer ce truc, contre évidemment le haut de la FIFA, ils sont alliés avec des pays asiatiques qui avaient, eux, d'autres demandes. Et en ajoutant leur voix,
finalement, ça a basculé. Donc je crois que la principale arme, Madame la présidente, Madame la juge, excusez-moi, la principale arme, c'est une arme à caractère juridique, mais ça supposerait quand même quelques modifications de fonctionnement du CIO, me semble-t-il. Est-ce que vous pensez que... Monsieur Bravet, vous avez dépassé votre temps de parole, il me semble, pour garder Merci. l'équité des débats. Nous allons clore ce témoignage. Monsieur Charouin, je vous remercie. Vous pouvez retourner à votre place. Merci.